Benalla, acte 2. Cet été, le feuilleton avait enflammé la toile et déstabilisé Emmanuel Macron 6 mois après qu'elle buzz autour de ce qui devait être, pour les uns, affaire d'État, pour d'autres, affaire d'été. Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Des images, tout d'abord, celle de ce face-à-face entre Benalla et Ba, l'ex-garde du corps et le Sénat, dont les affrontements continuent d'enflammer la toile et les esprits. Un changement de stratégie d'Emmanuel Macron, dont les soutiens se sont très ostensiblement désintéressés cette fois de l'audition au Sénat, comme on a pu le voir sur le fil de leur compte Twitter, où ils parlaient de tout, sauf de l'audition de Benalla. Une affaire et des images qui ont cette fois des airs de feuilleton américain, avec les hashtags mensonges et mensonges sous serment devant des sénateurs. Nous irons soumettre ces images à la fin de l'émission à Marc Abélès, anthropologue et spécialiste des institutions, qui nous dira ce qu'il pense de l'impact de ces images totalement inédites dans notre vie politique. Mais d'abord, le retour de Benalla au Sénat. Convoqué le 21 janvier, il parle de lui et de ce personnage qu'on a tant décrié. En 6 mois, on a réussi à construire et à faire de moi un personnage qu'on dit sulfureux, diabolique, infréquentable. Enfin, ce sont tous les qualificatifs qui sont employés à mon encontre. Et je pense, de manière très modeste, avoir contribué à la construction de ce personnage. Derrière la carapace, il y a un homme, sa femme, son fils qui avait 1 mois et demi au moment du déclenchement de cette affaire, une situation professionnelle et personnelle assez troublée qui ont fait que j'ai commis un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs, elles ont pu l'être de par des rencontres, de par des échanges avec certaines personnes, encore une fois qualifiées de sulfureuses. Et je tiens à vous le dire, je rencontre qui je veux, quand je veux, et dans le cadre que je veux, en fixant une limite morale, que je garderai pour moi, mais je n'accepte pas le personnage qui a été construit autour de moi. Alors, ça commence en esquive, ça finit à l'offensive. Mais qu'a-t-on retenu sous le hashtag Benalla? C'est ce qu'on va voir maintenant avec Benjamin Grange de Dentsu Consulting. Benjamin, bonjour. Alors, on se souvient avoir vu avec vous il y a quelques mois combien le nombre de messages avait été important sur les réseaux sociaux, des millions de messages sur cette affaire Benalla et les premières auditions. Qu'en est-il cette fois-ci ? Alors, le feuilleton Benalla saison 2 continue à intéresser, mais beaucoup moins que la première saison. Si on regarde la courbe des conversations de tout ce qui s'est dit sur Internet au plus fort de la crise, c'est-à-dire le 24 et le 25 juillet dernier, quand le président Macron disait mais qu'ils viennent me chercher. Et là, à ce moment-là, on était à 610 000 messages par jour, là où on est à 240 000 messages pour une période de 7 jours. D'accord, donc c'est moins, mais ça reste important, c'est ça comme thématique dans l'absolu, c'est ça? Alors, ça reste important. Quand on est au-delà de 40 000 messages par jour, on est sur un sujet de préoccupation des Français. Et évidemment, quand on voit cette courbe-là, on atteint un pic avec 64 000 mentions. C'est évidemment le jour de l'audition. Alors, on se souvient que cette affaire avait déstabiliser Emmanuel Macron au mois de juillet, quand on avait vu ces vidéos de de celui qui était encore garde du corps, tapant des manifestants, frappant des manifestants le 1er mai. Là, le scandale vient du fait qu'il continuait d'utiliser ses passeports diplomatiques après son licenciement. Est-ce que cette fois encore, le hashtag Benalla affecte le hashtag Macron? Alors, on en parle évidemment beaucoup, mais ce n'est plus le président Macron qui est visé ou qui est au centre de ces conversations. C'est finalement 3 choses. La première, qui déchaîne, je dirais, les conversations, c'est ce voyage au Tchad. Bien sûr, juste avant Macron. Voilà, juste avant Macron, ce voyage au Tchad. Que faisait-il au Tchad? Et c'est vrai que comme la commission et les différentes auditions n'ont pas permis de répondre à cette question, c'est vrai qu'elle reste entière. Et d'ailleurs, c'est allé jusqu'à parfois la parodie. On a singé Benalla au Tchad, voilà, comme Tintin au Tchad. Tintin au Congo, dans une version benallienne du sujet. Et c'est pour dire comme ce sujet, derrière, il soulève un certain nombre d'interrogations. Alors, le deuxième sujet dont on parle beaucoup, c'est, je dirais, c'est un sujet qui pourrait se résumer à quelle mascarade? À quoi sert tout ça? Et finalement, en point d'orgue,
il y a la réponse de Benalla où finalement il se soustrait à la réponse de Philippe Bas en disant je ne souhaite pas répondre à cette question. Et donc là, on voit très bien le statu quo, le fait que d'audition en audition, les choses n'avancent pas tellement. Et c'est ça qui est retenu. Voilà, d'accord. Et le troisième et puis la troisième chose, et qui évidemment vient bien en ligne directe de la deuxième, c'est l'impunité de Benalla face à cette commission sénatoriale. Une personne qui ne répond pas aux questions est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Mais finalement, Benalla, lui, ici, soustrait. Alors, le match, entre guillemets, il a eu lieu entre donc Alexandre Benalla et Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat. Et là encore, ça a pas mal inspiré les parodies sur les réseaux sociaux. Un petit extrait. Alors, beaucoup de références à la métaphore du match de boxe, mais alors a-t-il été suivi ce match et qui a été le gagnant d'après vos indicateurs? Alors, le Sénat, il s'en sort comment là-dedans? Alors, dans les grands gagnants, on va retrouver déjà Philippe Bas. Philippe Bas qui a augmenté au travers de l'ensemble de cette procédure sa notoriété. Et d'ailleurs, il a été reconnu comme ayant bien instruit le sujet. Le deuxième grand gagnant, c'est le rôle du Sénat, puisque le rôle du Sénat il y a tout un rôle de contrôle de l'action du gouvernement, et c'est vrai qu'on l'a remis sur le devant de la scène, mais en définitive, ça reste quand même un match nul. Un match nul parce que même si on en parle beaucoup, et d'ailleurs on peut voir cette infographie avec des emojis, il y a 3 choses qui ressortent. Cet emoji avec ce personnage qui était toujours dans une logique de questionnement, la colère et puis le cercle rouge. Donc ça veut dire que finalement on n'a pas eu de réponse à toutes ces questions. On n'est pas content de la manière dont ça a terminé. Et puis finalement, ce n'est que la répétition de la première audition. Donc en définitive, un match nul, l'image de Benalla et du Sénat se nourrissent avec une grande arrogance de la part de Benalla, c'est ça qui ressort. Et puis une image de Sénat qui est plus, compte tenu du résultat et de la fin de cette commission, plus dans l'impuissance qu'autre chose. Alors, un Benalla arrogant, vous dites c'est l'image retenue, mais alors était-elle voulue? Et quid de la stratégie de communication de chaque protagoniste? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les autres. Alors, Florian Silnicki de la Frenchcom, spécialiste de la communication sur les réseaux sociaux, et Mariette Darigrand, fondatrice du cabinet des faits et des signes et sémiologue. Alors Mariette Darigrand, on a vu les images de Alexandre Benalla qui apparaissait comme arrogant. Et lui-même commence par se poser en victime avant dans une espèce de revirement finalement, d'être un peu, ma foi, je fais ce que je veux et j'ai ma propre morale, une espèce de tête à queue comme s'il ne savait pas lui-même où il allait terminer. Qu'est-ce que ça vous inspire? Curieusement, je pense que c'est un moment de vérité. Il dit la vérité. C'est-à-dire quand, au début ou à la fin? Quand il se définit finalement, il s'auto-définit, c'est ce qu'il fait tout le temps, et à travers des masques. C'est bien ce qu'il dit, un personnage, c'est bien ça, c'est une suite de masques. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il il change. Il a plusieurs masques. Il a le très proche du président de la République, il a l'envoyé spécial, il a peut-être effectivement une sorte de victime, mais encore que je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait une victime, mais plutôt ce qu'il montrait là, c'est qu'il n'était pas content du rôle qu'on lui avait donné. C'est-à-dire qu'il dit « je suis le metteur en scène ». Ah, c'est ça, il ne veut pas être l'acteur, il veut être le metteur en scène. Absolument. Et alors, quand on préparait l'émission, vous compariez cette audition à une sorte de cirque, avec justement des jeux de rôle. Mais est-ce que justement cette impression, elle n'est pas aussi influencée et peut-être faussée par le fait que l'audition est filmée? Il y a un public, ce à quoi Benalla ne pense pas forcément à ce moment-là. Ah ouais, vous pensez qu'il y pense? Je pense que Alexandre Benalla, il n'a pas d'intérêt autre que de nous montrer nous-mêmes en pire, j'oserais dire. C'est un individu contemporain qui était une sorte de créature de l'idéologie actuelle. L'idéologie actuelle vous dit, définissez-vous, puis alors changez d'identité, ayez plusieurs métiers, soyez agile. Commentez l'image qu'on a de vous. Et puis surtout,
parler aux restez spectateurs. maître de vous-même. Les autres sont possiblement toxiques. Donc vous devez écrire votre vie, chapitre après chapitre, et changer d'identité. Il a 25 ans ou 27 ans, il va peut-être vivre jusqu'à 100 ans. Nous aurons d'autres Benalla. Ah ouais, d'accord, mon Dieu. Que d'épisodes. Alors, un petit mot sur ce qui vient d'être dit, Florian Silnicki. Oui, je crois qu'évidemment, il a cherché exactement à dire ce qu'il n'était pas, Alexandre Benalla. Il fait juste une erreur, c'est qu'en communication de crise, et d'ailleurs ce qu'avait très bien fait Dominique Strauss-Kahn à l'époque, on n'emploie pas les mots de ses détracteurs pour se contre-définir. Ah, on ne dit pour pas définir sulfureux ce si qu'on on veut n'est dire qu'on n'est pas sulfureux. Exactement. On Vous emploie n'avez un pas mot. entendu la mot dans la bouche de Dominique Strauss-Kahn au 20h. Je ne suis pas un violeur. Il a dit il n'y a pas eu de relation tarifée. Ben là, c'est la même chose. Benalla, il aurait dû nous convaincre qu'il n'était pas quelqu'un de sulfureux par sa démonstration, pas en utilisant ces mots-là. Alors, cette impression d'arrogance retenue, on l'a vu, vient peut-être aussi de la stratégie de communication choisie par Benalla, celle du refus de répondre aux nombreuses questions des sénateurs, comme ici sur ses activités après son départ du Sénat. Petit montage avec des extraits d'échanges. Je vous redemande avec insistance quelle a été la nature de votre travail durant 1 mois au sein de cette société. Pour des raisons de confidentialité évidentes et du fait que ça ne concerne pas aujourd'hui votre mission d'information qui a les pouvoirs d'une commission d'enquête, je ne répondrai pas à cette question, monsieur le sénateur. Monsieur Benalla, c'est nous qui décidons si nos propres questions sont dans notre mandat ou pas. Vous devez respecter l'obligation de soumettre à la commission de déontologie de la fonction publique les nouvelles activités que vous pouvez avoir. Tout ceci a du sens. Le droit, ce n'est pas simplement des règles qu'on pose pour embêter les gens. Je ne l'ai pas fait. C'est une erreur de ma part, je la reconnais, mais il serait intéressant de s'intéresser, savoir combien de personnes en sortant de l'Élysée saisissent la commission de déontologie de la fonction publique. Mais, monsieur Benalla, vous n'avez pas de phobie administrative. Vous savez bien qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Je reconnais que je reviens sur un aspect de nos échanges pour vous donner une ultime chance. Je comprends, monsieur le président. Je le fais en réalité avec bienveillance, monsieur Benalla. J'imagine bien, et c'est pour ça que je préférerais répondre à la justice. Devant lequel il y a des... Vous choisissez à qui vous préférez répondre. Tout à fait. Bien, je suis tout de même obligé de vous rappeler les dispositions. La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Alors, Florian Silnicki, pendant l'extrait, vous parliez du ton de Philippe Bas et vous disiez le ton d'un bon père de famille. Paternaliste, vous diriez, c'est comme ça qu'il répond à la stratégie de communication d'Alexandre Benalla, celle de ne pas répondre? Complètement. D'ailleurs, c'est ce qui a contribué à faire de Philippe Bas cette référence. Il est devenu même un mème sur les réseaux sociaux, donc tous les jeunes se sont appropriés l'image, et ça c'est une vraie victoire pour son image à lui, mais ça dit la sympathie qui transpire de la façon dont il a géré son propos systématiquement, y compris dans les moments où il était manifestement en affrontement avec Alexandre Benalla. Parfois agacé quand même. Exactement. Mais là, dans cette séquence, Alexandre Benalla, il apparaît quand même très prisonnier de la stratégie de la femme qui est à côté de lui, qui est son avocate, Jacqueline Lafont. Et on voit bien qu'elle tente à plusieurs reprises de tout garder pour la justice, de lui dire des choses. D'ailleurs, on voit qu'il capte certains mots, qu'il les balance, que ça ne fait pas exactement sens, parce que c'est des bouts de phrases qu'il tente d'accoler les uns aux autres. En fait, ce n'est juste le reflet du fait qu'il est prisonnier de la stratégie juridique. Il a choisi de d'abord répondre à la justice et de ne pas répondre à cette commission d'enquête pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas témoin, lui, devant la justice, et donc il n'a pas prêté serment. Or, devant cette commission d'enquête, non seulement elle est filmée, et donc il y aura une mémoire de ce qu'il a dit, et tout pourra être retenu contre lui, mais en plus, il est sous serment, et donc il risque une peine de prison et d'amende s'il ment. D'accord, c'est pour ça qu'il ne répond pas, c'est pour ça qu'il refuse de répondre. Ici que de répondre à la commission d'enquête. On avait quand même ce problème d'image, puisque si je comprends bien ce que vous dites, entre le bon père de famille et celui qui ne veut pas répondre et qui comprend un mot sur 2 de ce que dit son avocate, le cœur penche pour le bon père de famille. Naturellement. Alors, juste avant de vous faire réagir sur le bon père de famille, vous parliez des jeunes, des sites qui s'étaient un peu enflammés pour Philippe Bas. Alors, il faut quand même effectivement s'en souvenir. Cet été, notamment des sites parfois inattendus comme jeuxvideo.com, un forum d'adeptes de jeux vidéo, s'était passionné pour les auditions. 1h30 d'audition, qu'est-ce qu'on s'amuse, ça chauffe entre eux. Ils reprenaient des
phrases de Philippe Bas aussi, articuler et parler plus fort lorsqu'il s'en prenait aux auditionnés. Et alors, cet engouement s'explique peut-être par le fait que Philippe Bas avait lui-même joué avec les codes des réseaux sociaux, comme ici fin juillet avec ce tweet qui reprenait le gimmick du chercher Benalla. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on s'amusait à traquer sa Benalla sur les photos où il apparaissait derrière le président. Alors là, il est derrière le paravent. Donc, clin d'œil à l'image, mais offensive des mots. Cette affaire est symptomatique d'une absorption par l'Élysée de la fonction gouvernementale face à une majorité parlementaire soumise. Donc, entre l'humour et l'offensive, on a l'impression qu'il avait joué sur 2 tableaux, Mariette Darigrand. Oui, ça dit beaucoup de choses sur les jeunes. Ah, ça ne dit pas sur Philippe Bas, ça dit sur les jeunes. Ils veulent un papa, c'est ça. Visiblement, il est adulé. Enfin, voilà. C'est intéressant et Benalla est un jeune. Et les jeunes ne suivent pas un être comme eux, c'est-à-dire quelqu'un, pour faire un peu de Lacan, il me dit à propos des 68 ans, ils cherchent un maître, mais eux, aujourd'hui, les jeunes cherchent un père sous toutes les formes. Et les réseaux s'enflamment pour un papa qui lui rappelle, mais avec beaucoup d'humour, la loi, la règle, etc. Et en s'adressant à une tierce personne, parce qu'il ne lui parle pas directement. C'est-à-dire qu'il sait que l'éducation a échoué. Avec cet enfant, entre guillemets, d'accord, pour filer la métaphore. Il parle plutôt à ses pairs, PAIRS, et tous étant un petit peu, c'est vraiment assez incroyable du point de vue strictement de la justice, même si on n'est pas là au pénal, comme s'il y avait une sorte quand même d'acceptation que la transmission du symbolique et de la loi soit quasiment faillite. Et alors, parce que la question que ça pose, c'était, vous dites, il avait enflammé la toile, etc. Mais est-ce que ça avait été bon pour l'image du Sénat? Surtout que, il y a quelque chose d'assez surprenant, c'est qu'on a l'impression, là, aux auditions du mois de janvier, que Philippe Bas a totalement changé de stratégie, parce que là, il est beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux et de manière beaucoup plus sobre, avec des tweets comme ça où il se contente, ma foi, de repartager les messages émanant du Sénat, pas de petites notes personnelles, et même des tweets sur la nouvelle signalétique touristique dans la Manche. Alors certes, il vient de la Manche, mais enfin c'est quand même très à côté des auditions. On a l'impression que c'est plus le cœur de sa préoccupation. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce changement? Si ça avait été réussi la première fois, pourquoi changer? Parce qu'il surfe sur son succès et que c'est la fin de cette séquence. Philippe Bas, il a construit son personnage, il a démontré qu'il était à la hauteur de la mission qui lui a été confiée et il a même su, moi je crois, valoriser l'institution du Sénat. Il a tiré ce qu'il pouvait de cette affaire. Le bon père de famille, ça marchait bien, ça matchait bien avec le Sénat. Et donc s'il change de stratégie, ça veut dire que quelque part, il est déjà passé à l'après-commission. Moi je pense qu'il est complètement passé à autre chose. Alors, cette évolution de la stratégie, elle se retrouve aussi dans le camp, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, puisqu'on se souvient de la réaction d'Emmanuel Macron en juillet devant des parlementaires et repartagée par ces parlementaires sur Twitter. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Voilà, ça c'était en juillet. Rien à voir cette fois-ci. En décembre, Alexandre Benalla déclare dans Mediapart qu'il continue à échanger régulièrement avec le président. Et celui-ci, dément de manière très très classique ses conseillers relaient des propos du président. Ça sort dans le Canard, c'est confirmé par l'Élysée à l'Obs. Donc on a l'impression que le monde de Twitter, c'est terminé pour le président de la République. Et puis ses proches snipers, également très offensifs cet été, là aussi changent totalement de stratégie. Exemple, Richard Ferrand qui s'insurgeait sur Twitter contre celles et ceux qui ont cru surfer sur une tempête dans un verre d'eau. Là, le jour des auditions, il poste la photo de ses vœux à la presse. Il est occupé à autre chose. Aurore Berger, elle aussi très offensive au mois de juillet. Là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est un job dating pendant que les auditions de Benalla. Donc, elle a autre chose à faire, elle aussi. Même le président du groupe LREM au Sénat, lui ne s'y intéresse pas trop. Il tweete sur une école de cuisine le jour des auditions de Benalla. Alors certes, c'est pour favoriser l'insertion professionnelle, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le sort de l'ex-garde du corps. Florence Illicky, quand vous étiez venue, vous nous aviez expliqué il y a quelques mois combien la stratégie d'Emmanuel Macron avait été mauvaise la première fois. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, ils ont tiré des leçons. Ça fait quand même un peu politique de l'autruche, c'est-à-dire que on cherche à occuper l'espace pour démontrer qu'il y a tout à fait une autre actualité que l'affaire Benalla. Qui se passent, la vérité, c'est qu'ils ont créé l'affaire Benalla, qu'en ne répondant pas, ils ont aggravé l'affaire Benalla et que là, ils tentent d'ignorer l'affaire Benalla en pensant qu'elle se terminera comme un funeste fait divers, sans grand intérêt et sans impact politique. Ils ont compris qu'en donnant beaucoup d'intention à cette affaire Benalla et en tentant à chaque fois d'intervenir pour protéger Alexandre Benalla, ils donnaient
le sentiment qu'il y avait quelque chose à cacher du côté de l'Élysée et que ça hystérisait les oppositions parlementaires, et donc ils ont voulu sortir de ce schéma-là ici. C'est quand même pas très adroit. Ah bon, c'est pas très adroit? Non, parce que personne ne peut plus ignorer que c'est une stratégie de communication. Alors, vous parliez de la politique de l'autruche. Il y a quand même un sujet qui a émergé et on voit même que l'opposition s'en est saisie. C'est celle du mensonge et des contradictions. Je vous propose d'écouter un petit montage et des réactions derrière de sénateurs. Le 2 août dans l'après-midi, il a été procédé à un inventaire de tout ce qui était dans le bureau de M. Benalla. C'était à 16h. Les passeports n'y étaient pas. Je vous réaffirme, solennellement, sous serment encore une fois, que le 19 septembre, mes passeports étaient à l'Élysée. Et ces passeports m'ont été rendus à nouveau, alors que j'avais été contacté par un membre de l'Élysée, un personnel salarié de l'Élysée, début octobre 2018. Écoutez, cette audition elle a permis de préciser plusieurs points. D'abord, que forcément quelqu'un ment. Y a-t-il eu simplement négligence de la part des services de l'État chargés de mettre en ordre les choses après le licenciement de M. Benalla, ou y a-t-il eu une forme de protection qui lui aurait été accordée? Alors, bon, les chefs de parti de l'opposition ne prennent pas ouvertement position, mais quand même, cette affaire du mensonge, là, continue de prospérer ou pas? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est nouveau quand même, ça, dans la vie politique française. Alors, le mensonge dans la vie politique française, je ne sais pas si c'est nouveau. Vous savez d'ailleurs que George Orwell disait la politique, c'est de donner aux mensonges l'apparence de la vérité. Non, mais je veux dire des contradictions aussi flagrantes où on se dit forcément un des deux ment. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À mon avis, c'est surtout l'apparition de la notion, sans que personne ne s'en aperçoive vraiment, de parjure au cœur de la vie politique. Et la vie politique française, elle va devenir de moins en moins confortable pour ses acteurs parce que aujourd'hui, avec le fait des commissions parlementaires qui ont une conception très large de leur rôle, qui exercent pleinement le rôle de contrôle du gouvernement et des institutions, eh bien là, il y a une difficulté très claire qui fait courir un risque juridique aux hommes et aux femmes politiques et à leurs collaborateurs. D'accord, c'est plus une vérité qui peut évoluer, chacun raconte la sienne, c'est vraiment deux versions qui s'affrontent, comme on vient de le voir. Merci à tous les deux, on va justement voir ce qu'en pense un anthropologue spécialiste de la vie parlementaire. Alors, Marc Cabellès, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais savoir tout simplement ce que vous inspirez cette évolution, ce qui semble être une évolution de la vie parlementaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, la question du contrôle est devenue beaucoup plus importante qu'elle n'était, puisqu'auparavant, elle était quasi nulle, il faut bien le dire. Mais enfin, il y a beaucoup de chemin à faire si on compare à ce qui se passe dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. À mon avis, c'est... Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette commission, c'est en fait le caractère assez cool des débats, le caractère assez feutré, l'absence, je dirais presque, d'agressivité de la part de ceux qui interrogeaient. Oui, comme on l'a vu, le ton paternaliste de Philippe Bas, c'est ça? C'était presque, il m'a semblé que c'était même un petit peu limite de laisser quelqu'un s'exprimer de la sorte, en s'interdisant, en fin de compte, de lui répondre vraiment. Enfin, je veux dire que, comme on l'a dit, c'est le bon papa qui dit, c'est papy qui parle à ce jeune qui a fait peut-être des bêtises, etc., tout en nous rappelant qu'en fait, le but du Sénat, c'était aussi de s'en prendre à des dysfonctionnements dans les administrations et dans les autorités. Et à l'Élysée particulièrement. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Or, tout se centre sur ce personnage. Et à partir de ce moment-là, tout est un peu faussé parce qu'on ne voit plus quel est exactement le sujet. Le sujet, c'est de dire, et ça, Philippe Bas l'a rappelé à un moment, il ne s'agit pas de dire si M. Benalla, qu'est-ce qu'il a fait, s'il a menti, mais etc. ça, c'est la justice, la commission parlementaire, c'est pas ça, c'est les dysfonctionnements. Ce qu'il s'agit, c'est de mettre... voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans cette compétition. C'est là que joue le contrôle au sens propre du terme. Voyez. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on parlait de l'habileté de Philippe Bas et de l'image positive que ça avait pu avoir aussi et de l'impact positif sur l'image du Sénat. Vous vous dites peut-être, par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, trop gentil, trop paternaliste, vous trouvez? Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Moi, comme quelqu'un qui regarde, comme tout un chacun, la télévision,
je me dirais, au fond, c'est parce qu'ils ont un peu laissé tomber l'affaire. Ils s'en fichent peut-être un peu. Est-ce que c'est pas aussi parce que cette tradition des commissions parlementaires, elle n'est pas aussi bien ancrée en France qu'ailleurs? Voilà. Ou alors, c'est le problème de ces commissions qui ont beaucoup de mal, mais ça, c'est lié au système de la Ve République, à assumer complètement une fonction qui peut déstabiliser en fait l'autorité de l'État et du président de la République. C'est peut-être quelque chose comme une sorte de surmoi qui joue surmoi Ve République, quoi. Alors, c'est intéressant parce que on a esquissé un parallèle avec ce qui se passe dans d'autres pays. Et évidemment, le pays auquel on pense, ce sont les États-Unis, avec les accusations, les soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne électorale qui a porté Trump au pouvoir. Suite à ça, une commission d'enquête, comme le montre un documentaire diffusé sur Public Sénat. Les commissions du Congrès sont très puissantes. Leurs auditions publiques sont suivies par des millions d'Américains. Elles peuvent faire témoigner qui elles veulent, et leur mentir est un crime. Any of your careers, have you ever seen this level of Russian interference in our political process? And we'll start with Director Comey and just go down the line. No. I have not. No. No. Voilà, ça c'était devant le Congrès avec la question d'un sénateur démocrate à des représentants des services de renseignement américains et maintenant les réactions des soutiens de Trump. The investigations into Donald Trump have been infected with the virus of severe bias. La presse pro-Trump amplifie l'attaque, elle crie au complot. The investigation was weaponized to destroy his presidency. A soft coup is underway right here. Some sort of subversion campaign. Intelligence agencies are running a classic disinformation psychological warfare operation against the sitting president of the United States to topple his government. C'est sûr que c'est plus violent. Un mot, une réaction, un commentaire. Il faudrait en arriver à ça. Vous pensez à cette violence aussi dans les commissions françaises? Je pense que la violence est liée justement au pouvoir qui est celui du Congrès et à l'équilibre, le fameux équilibre des pouvoirs qui peut tourner à certains moments à la tension, voire à la guerre. C'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a une deuxième chose, moi, qui me paraît importante, c'est que vous avez vu la solennité avec laquelle sont pratiquées ces auditions. Regardez ce qui s'est passé au Sénat. Vous voyez ce monsieur Benalla qui est juste assis à côté d'un sénateur, exactement sur le même plan. La scénographie est invraisemblable. Pour quelqu'un qui regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, on est un peu choqué finalement que la personne qui est mise en cause ne soit pas à une certaine place et eux font face à leur juge. Effectivement, il y a une distance, alors que là, un sénateur est juste à côté d'Alexandre Benalla. Oui, ça donne un côté convivial, plus sympathique. Vous ne pouvez pas imaginer, pour n'importe quel spectateur, pour n'importe quel citoyen, on se dit, mais où est-on? Enfin là, il ne s'agit quand même pas d'un séminaire où on va échanger entre soi. C'est quand même des choses, il y a des accusations, il y a quelqu'un qui doit se justifier. Mais je veux dire, c'est un système qui est complètement différent sur ce point d'une autre. Après, voilà, comme vous le disiez, il y a effectivement la scénographie de la commission, il y a aussi le fait que, voilà, il y a peut-être une image de la présidence de la République en France qui est pas la même. En tout cas, merci beaucoup pour ces comparaisons et ce contrepoint Marc Abélès. Merci à Marie Lebon, à Benjamin Bataille et à Aurélien Pallier-Collineau. On se retrouve pour le débrief. Pour le Sénat, c'est le moment, c'est une occasion rêvée, effectivement, de montrer quel peut être son pouvoir, son efficacité. Et c'est là qu'il faut mettre en place, justement, des scénographies. Il faut mettre en place un vrai spectacle qui soit convaincant sur le plan de cette capacité de contrôler l'action de l'exécutif. Dans le danger des institutions, actuellement, cette dramaturgie-là va peut-être avoir lieu, c'est ce qu'on peut espérer. Oui, il y a la mise en scène, mais il faut aussi un discours de preuve. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin, on ait quelque chose où il y a une sanction, où il y a une fin, où finalement on voit que tout ça aboutit à quelque chose de concret.